Après une longue période de froid, le temps va nettement se radoucir et ce redoux va s'accompagner sur le nord-ouest de la France d'un temps agité, tourmenté. Un coup de vent va balayer tout le littoral de la Manche, de la pointe bretonne jusqu'à la Belgique. Le vent va souffler de plus en plus fort et puis demain, c'est une véritable tempête qui va frapper la France. Et oui, c'est Klaus qui va frapper la France ce 24 janvier 2009. Klaus, oui, merci. Klaus qui est en train de mijoter sur l'Atlantique. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors on va essayer de comprendre quelles sont ces incertitudes et comment j'ai vécu le passage de cette tempête Klaus sur notre pays. Et cette tempête Klaus, elle était extrêmement violente et vous avez vu tous les dégâts qu'elle a fait. Et le vendredi, on n'était encore pas très sûr qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse se former. Et d'abord, pourquoi Klaus? C'est pas un prénom qui a été donné par la France, mais c'est un prénom qui est donné par nos amis allemands. Et si vous voulez que votre prénom soit affecté à une dépression, à un anticyclone, il suffit d'envoyer un petit mail à l'université de Berlin. Ça coûte quelques euros pour un anticyclone, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et un peu plus cher pour une dépression, parce qu'on en parle plus souvent. Donc voilà. Donc nous, on ne donne pas de nom à ces tempêtes. Alors, donc il y a le vendredi une très grosse inquiétude dans les locaux de Météo France, parce qu'on envisage la formation d'une dépression dans le golfe de Gascogne. Alors, dépression dans le golfe de Gascogne, il y en a souvent, mais celle-ci, elle semble dangereuse, elle semble versatile, parce qu'elle est très très complexe. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans l'atmosphère avant qu'on prenne cette décision? Mais vous avez dans l'atmosphère ce qu'on appelle des jets. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de jet stream. Ce sont des tubes de vent fort qui servent à l'aviation pour traverser beaucoup plus vite l'Atlantique. Quand on vient des États-Unis vers la France, on peut gagner jusqu'à 1 heure de vol. Et ces jets, ce sont des tubes de vent très très forts, 10 500 mètres d'altitude, et puis ça ondule au-dessus de l'océan. Vous avez à peu près quelques centaines de mètres de diamètre et plusieurs milliers de kilomètres de long. Et ce jour-là, sur l'Atlantique, on a un serpent qui est en train d'onduler, avec des vents qui, à l'intérieur de ce serpent, soufflent à 300 km par heure. Et puis en dessous se baladent des petites dépressions. C'est-à-dire des petits systèmes dépressionnaires qui sont en train de se balader. Et il y a certains modèles, on verra tout à l'heure ce que c'est un modèle, mais il y a certains modèles qui font passer la dépression sous le serpent. Et quand la dépression passe sous le serpent, comme ce sont des mouvements ascendants sous la dépression, il y a une espèce d'aspiration qui est faite avec le tube de vent très fort. Et là, vous avez une baisse de pression qui est extrêmement brutale. La dépression se creuse et ça devient une très grosse tempête, une bombe météorologique. Et puis sur certains modèles, la petite dépression, elle passe à côté, il ne se passe rien. Et sur d'autres modèles, elle frôle seulement le tube de vent fort. Elle n'explose pas, mais elle devient un peu plus virulente. Donc le choix, le vendredi 23 janvier, de l'ensemble des prévisionnistes de Météo France, c'était de dire où va passer cette dépression. Est-ce qu'elle se passe sous le tube, sous ce fameux serpent de tube de vent fort? Et là, c'est un choix qui est difficile à faire, parce qu'il y a des modèles qui, effectivement, ne donnaient pas de solution pour le passage de cette tempête. Donc un choix est fait. On se dit que la tempête va effectivement passer, la dépression va effectivement passer sous le tube, et que donc cette tempête dans le golfe de Gascogne va exploser et devenir un phénomène majeur. Donc une fois qu'on a envisagé le phénomène majeur, on a fait un choix, on est comme un funambule qui a plusieurs solutions et qui est obligé de choisir la bonne pour aller du point A vers le point B. Donc on a fait un choix, on a pris la solution du funambule qui choisit le trajet qui va nous mener à une puissante tempête. Et une fois que vous avez fait le choix, il faut trouver les moyens d'avertir la population, de prévenir l'ensemble des acteurs pour essayer d'avoir le moins de victimes possible et d'essayer d'avoir effectivement des prévisions qui soient d'excellente qualité. Donc la pression est en train de monter, et puis l'après-midi, on commence à passer en vigilance rouge 5 puis 9 départements. Et puis bien sûr, on prévient l'ensemble des acteurs concernés par le passage de cette tempête. Alors il y a plein d'acteurs, hein. Vous avez tous les pouvoirs publics, vous avez l'EDF, vous avez les transports aériens, les transports routiers, les transports ferroviaires, vous avez les assurances qui sont également intéressées pour connaître le passage d'un tel événement. Et puis vous avez la sécurité civile qui est chargée de la mise en place de moyens avec tous les préfets et la ministre de l'Intérieur qui, pour le cas, a été présente et a mis en place, a demandé à ce que soit mis en place un nombre de moyens très impressionnant pour pouvoir éviter des victimes pour cette tempête. Et on avait des hélicoptères sur la région de Bordeaux, des hélicoptères sur la région de Montpellier, des hôpitaux de campagne qui ont été mis en place avec à peu près 1000 personnes qui avaient été mobilisées pour cet événement. Donc voilà le contexte. On a pris la décision, on est passé en vigilance orange, on a déclenché, on a dit qu'il y allait y avoir une tempête. Et puis quand on s'en va avec mon collègue le soir,
Bon, la nuit, la journée était très très longue, hein. On s'en va avec mon collègue le soir, et puis on se dit, bah oui, mais si le modèle qui avait annoncé le passage à côté du serpent, de la dépression, il a raison. Demain, il n'y a rien, il n'y a pas de tempête. Donc on a mis en place des moyens, on a fait mettre en place des moyens impressionnants, et il n'y a pas de tempête. Donc on rentre chez nous, et bien sûr, la nuit a été très courte, hein. Particulièrement moi, j'ai suivi la situation régulièrement et en regardant sur Internet l'évolution des paramètres météo, en me disant, va-t-elle exploser, va-t-elle naître cette fameuse tempête? Et à partir de minuit, je commence à regarder les observations de cette tempête qui commence à s'organiser, et effectivement, elle passe sous le tube. Et en passant sous le tube, sur la Galice, nord de l'Espagne, sur les Cantabriques, en Galice, le vent commence à atteindre 219 km/h en rafale. Ça commence à devenir déjà très impressionnant. Et puis vers 3 heures du matin, Bordeaux, le vent commence à augmenter. Le vent commence à augmenter en vitesse en dépassant les 100 km/h du côté du Cap Ferré, du côté de Bordeaux. Puis d'un seul coup, à 3 heures du matin, 161 km/h en rafale sur Bordeaux. Donc ça y est, notre explosion a eu lieu. Et puis maintenant, cette tempête va glisser vers le Midi toulousain, vers la Méditerranée, en passant entre le Massif central et les Pyrénées, qui jouera un peu un effet d'accélérateur. Et ensuite, 158 km dans le courant de la matinée à Narbonne, 191, c'est la valeur la plus élevée qu'on ait eue en France, 191 km/h du côté de Perpignan. Donc une grande joie de voir cette tempête bien prévue finalement. Mais une grosse inquiétude quand même, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130, hein, si vous passez le bras à travers la fenêtre, votre bras il est emporté. Alors imaginez ce que c'est à 190. On n'y va jamais à 190, donc on ne se rend pas bien compte de la puissance du vent et de la vitesse que peuvent atteindre ces vents dans une tempête aussi impressionnante. Donc grande inquiétude. Et joie d'avoir fait une bonne prévision. Grande inquiétude parce que cette tempête va avoir malheureusement des conséquences, bien sûr, comme d'habitude quand il y a un événement pareil, des dégâts assez importants. 1 800 000 à peu près personnes privées d'électricité. Il y a eu 700 000 hectares de forêt qui ont été détruits, 400 blessés et 12 victimes. Alors 12 victimes, là effectivement, c'est le côté négatif de la bonne prévision. Pourquoi y a-t-il encore des victimes lorsque l'on a des événements comme ça qui ont été suffisamment anticipés, suffisamment envisagés? Et tout simplement parce que c'est difficile quand je vous pose la question, est-ce que vous croyez tous à la prévision météo? Non, ils se trompent tout le temps. Ils ont pris le parapluie, ils se sont encore gourés. Et puis c'est samedi, il faut sortir, il faut aller faire les courses. Et là, on va faire les courses. Il faut aller manger chez la belle-mère. On va manger chez la belle-mère. On va acheter du pain parce qu'on a besoin d'acheter du pain. Et quel que soit l'événement, si on a programmé la veille un trajet, une activité, on ne va pas la supprimer à cause de cet événement météorologique. Donc une mauvaise prise de conscience de la population de l'événement proprement dit. Et dans les victimes qu'il y a eu sur cet épisode-là, les 12 victimes, ce sont essentiellement des victimes par imprudence. Les 12 victimes, vous avez des gens qui sont tombés du toit parce qu'ils voulaient remettre l'antenne de télé pour voir le journal de 20 h. Vous avez des gens qui sont morts électrocutés parce qu'ils ont enlevé le petit câble qui passait devant chez eux, qui était par terre. Malheureusement, il y avait encore du courant dessus. Et le pire de tous, ce sont les gens qui ont sorti pour avoir de l'électricité chez eux, des groupes électrogènes, et pour ne pas se les faire voler, ils les mettaient dans la maison. Alors un groupe électrogène, ça marche avec du gasoil et ça produit bien sûr des gaz nocifs. Donc on le protège pour ne pas se le faire voler et on meurt asphyxié, ce qui est fortement dommage. Donc il y a une forte anticipation pour que dans l'avenir, s'il y a encore des événements comme ça, il faut qu'il n'y ait plus de victimes. Et puis le deuxième élément, c'est la prévision météo. Comment ça marche, quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi on a des difficultés comme ça à faire ses choix? Alors ça, c'est la partie la plus complexe. Alors, je vais essayer de vous raconter comment ça fonctionne un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle de prévision numérique? C'est de connaître sur l'ensemble de la Terre le temps qu'il fait à un instant donné et le projeter jusqu'à une dizaine de jours. De connaître le temps qu'il va faire. Donc, on met à la surface du globe des couches de grillage. On met à peu près 100 couches de grillage à la surface du globe. Mais vous voyez bien qu'entre ces couches de grillage qu'on a serrées dans le bas de l'atmosphère et desserrées en altitude, on va créer des petites boîtes. Donc, on crée des milliards de boîtes dont le côté de la boîte est de 10 km. Et à l'intérieur de ces boîtes, on essaye de connaître à chaque instant le temps qu'il fait, paramètres, pression, température, humidité, et de savoir comment ça va évoluer avec
des équations physiques, on essaye de voir comment ça va évoluer toutes les 6 minutes, jusqu'à une dizaine de jours. Et jusqu'à une dizaine de jours, on fait tourner les modèles pour connaître l'évolution de l'atmosphère. Mais à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que plus on va dans le temps, plus il y a de la dérive. Et on utilise des méthodes qui nous permettent de pouvoir quantifier cette dérive, de pouvoir voir comment l'atmosphère évolue quand, à partir de 3 jours, il commence à partir un peu en vrac, un peu en vrille. Et je vous propose de regarder un peu les spaghettis, ce qu'on appelle nous des spaghettis. Donc vous avez ici le trajet d'une particule d'air qui voyage des États-Unis pratiquement jusqu'aux confins de la Russie. Et on a nos 72 solutions, parce qu'au lieu de prendre une solution, on en prend 72. On se dit qu'on va voir comment ça évolue. Et lorsque vous allez voir l'image s'arrêter, vous allez voir que dans un premier temps, les 72 solutions, elles sont toutes identiques. Et que progressivement, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours après, vous voyez cette dérive, et vous voyez qu'on a des trajectoires qui commencent à dériver, et après vous avez un gribouillis d'enfants. Donc il est difficile de faire des prévisions météorologiques à une dizaine de jours. Et pour cette tempête Klaus, c'est ça la particularité de cette tempête Klaus, c'est que la dérive, elle commençait à 1 jour. On n'a pas pu faire de prévision à 1 jour plutôt qu'un jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas envisagé 48 heures avant le passage de cette tempête, mais vraiment dans les 24 heures, on a pu prévoir le passage de cette tempête. Donc grande satisfaction. Donc ça c'est le côté un peu mauvais du vent, un peu méchant du vent, qui transporte également les virus, les parasites, les maladies. Enfin bon, ça c'est le vent mauvais. Mais il y a le vent plutôt bon, le vent qui est le bienfait de l'humanité, qui nous apporte plein de choses. Ce vent qui nous a permis des découvertes. Vous avez, depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, des gens qui ont inventé des voiliers, qui ont permis de voyager sur les mers, de se déplacer, d'aller faire du commerce. Et puis vous avez le vent qui a permis les grandes découvertes, comme Christophe Colomb qui a traversé l'océan grâce au vent qui était au sud de l'anticyclone des Açores, ce qu'on appelle l'Alizé. Et puis vous avez le vent qui permet d'assainir l'atmosphère. S'il n'y avait pas de vent, l'atmosphère serait forcément malsaine puisqu'il n'y aurait pas d'évacuation. Vous avez le vent qui nous permet de produire de l'électricité, de produire de l'eau potable, de produire un tas de choses qui sont bénéfiques à la nature. Et bien sûr, la faune, la flore, le vent qui fait l'érosion, qui fait la beauté de nos paysages avec l'eau, et puis ce vent qui est donc très très utile à l'ensemble de notre vivant, très très présent à l'ensemble de notre vivant. Et puis une particularité du vent que vous connaissez peut-être pas, mais j'espère que vous connaissez le poumon de la planète. Quel est le poumon de la planète qui nous permet d'avoir une fourniture d'oxygène importante et qui absorbe une partie du CO2 qu'on produit en abondance? Est-ce que vous avez une idée? L'océan? Non, l'océan, il absorbe le CO2. La forêt amazonienne, c'est la forêt, le poumon de la Terre, c'est la forêt amazonienne. Et vous savez comment vit cette forêt amazonienne? Grâce à qui vit cette forêt amazonienne? Grâce au vent. Et quel est le rôle du vent dans cette forêt amazonienne? Cette forêt amazonienne, elle est nourrie par un élément étonnant, inattendu, par le sable du Sahara. Vous prenez l'anticyclone des Açores, votre vent tourne dans l'anticyclone des Açores. Il a permis à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique, mais il souffle sur le Sahara, donc il transporte du sable. Et il transporte du sable en permanence entre le Sahara et l'Amérique du Sud. Et donc fournit de l'engrais, du phosphore en fait. C'est du phosphore qui est apporté à la forêt saharienne qui n'a pas d'engrais naturel, puisqu'il pleut beaucoup, il y a beaucoup de ruissellement. Donc il y a beaucoup de terre qui s'en va et la nourriture est apportée par le désert du Sahara. Et ce désert fournit donc le sable et le phosphore qui est nécessaire à la nourriture de notre forêt, de notre planète. Donc c'est un aspect inattendu du vent, mais il est utile également, on l'a vu tout à l'heure, dans les arts, dans la musique. Il est utile pour le sel. Si vous voulez avoir du sel, il faut de l'évaporation, mais c'est grâce au vent et au soleil, bien sûr, mais qu'il y a une forte évaporation. Donc ce vent est très utile à la vie sur Terre. Donc le côté négatif, c'est les tempêtes. Le côté négatif, c'est également le transport de virus et le transport de CO2 dans la haute atmosphère. Mais le bienfait du vent, c'est de modeler nos paysages et d'apporter à notre vie un bien-être inattendu, et j'espère que ça sera durable. En tout cas, le vent qui suit les isobars anticycloniques, qui suit les isobars dépressionnaires, comme un peu un funambule dont je parlais tout à l'heure, ce vent, j'espère que lorsque vous allez sortir de la salle, vous allez le percevoir d'une manière un peu différente et que vous allez faire
comme on disait tout à l'heure, une grande respiration. Merci.